Je vais vous parler de l'alimentation en eau potable, principalement de l'île de Cayenne et de Rémire, donc qui est la plus ancienne, qui est faite à partir des lacs du Rorota et du lac de Rémire sur la commune de Rémire. Donc là, vous avez à l'image le lac du Rorota. Là, vous avez une carte, donc on retrouve ici le lac du Rorota, le lac de Rémire, la station d'eau potable de la GDE, et ici le lac inférieur. Donc ce sont les 4 sites dont on va parler ce soir. Ici, principalement le lac du Rorota, et il n'a pas de source et il ne recueille que de l'eau de pluie. Donc ces bassins versants, c'est bon là, je ne suis pas trop loin du micro. C'est bon. Donc les bassins versants permettent de récupérer le ruissellement des eaux de pluie. Et à l'origine, donc l'eau s'écoulait et allait dans l'océan. En 1880, il y a l'ingénieur Lalouette qui a décidé de bâtir une digue de 230 mètres de long et de 12 mètres de haut, qui a permis d'avoir un immense réservoir d'eau qui peut permettre de stocker de l'eau toute l'année. Ensuite, il a fait la même chose sur le lac de Rémire, mais malheureusement, la digue s'est effondrée et donc le lac de Rémire ne retient que très très peu d'eau. Voilà, vous voyez ici la digue, donc elle fait 230 mètres de long. Alors, j'attire votre attention sur le fait que l'ingénieur Lalouette a fait ça en 1880, donc il n'y avait pas de camion, il n'y avait pas de tractopelle, il n'y avait pas d'engin lourd. Et il a déplacé des millions de mètres cubes de terre pour réaliser cet ouvrage. Donc c'est un ouvrage tout à fait exceptionnel. Et cet ouvrage, il aura 150 ans sous peu. Donc il a plus d'un siècle et il est maintenu en très bon état. Alors pourquoi il est maintenu en très bon état? Parce que ici, intérieur et extérieur, l'ingénieur Lalouette a prévu de mettre des pavés de béton, du carrelage en fait. Et ce qui permet, quand il y a du battage de l'eau, de ne pas éroder la digue. Et à l'extérieur, de la même manière, pour ne pas que les eaux de ruissellement de pluie fassent partir la digue. Vous voyez encore la digue sous un autre angle. Et ici, vous voyez qu'il y a des piézomètres, ce sont des forages qui ont été faits et qui permettent de surveiller le barrage, s'il y a des mouvements, parce qu'il y a des infiltrations d'eau qui se font sous le barrage. Et donc, ces piézomètres permettent de surveiller donc, les mouvements de terre qui pourraient se produire. C'est le BRGM qui est attributaire de ce marché et qui surveille toute l'année donc cette digue. Quand vous montez le Rorota, je ne sais pas si vous avez déjà monté le Rorota. Non, pas encore. Vous verrez, il y a une crique qui coule, il y a une petite rivière qui coule. En fait, c'est pas une source qui coule, c'est la fuite d'eau qui passe sous la digue qu'on va retrouver en montant le long du Rorota. Donc la situation actuelle est celle-ci. Donc on retrouve le lac du Rorota, on retrouve le lac de Rémire. Il y a des conduites forcées qui arrivent jusqu'à la station où on les pilote avec des vannes, des électrovannes. On remplit les bassins ici. Il y a 12 bassins. On les remplit et comme l'eau est turbide, on va ajouter du floculant. Et le floculant, à l'intérieur du floculant, il y a du sel d'alumine. C'est ce qui va poser problème, c'est ce qu'on va retrouver dans l'eau potable qu'on a dans nos robinets. Donc, ce floculant, une fois que les bassins sont pleins, on ajoute du floculant. Le floculant va précipiter les particules en suspension dans le fond.
et éclaircir l'eau de surface. On va ensuite faire un blackwash, c'est-à-dire avec d'énormes pompes, on va vider le dessous des bassins, on va récupérer l'eau propre pour l'envoyer dans le réseau, ajouter du chlore pour qu'elle soit potable. Et on va récupérer cette eau donc, dans l'eau du robinet. Donc cette crique qui coule ici, je l'ai mise en bleu ici. À partir du moment où on fait le blackwash, c'est à partir du moment où évidemment on vide les bassins, mais l'eau elle est moins bleue. Forcément, vous allez vous en rendre compte tout de suite. Voilà l'écoulement de la crique normale. Et voilà l'écoulement, c'est la même crique. C'est pas le même angle de vue, j'ai été mauvais. C'est la même crique. Et vous voyez l'eau noire. Alors, on a tendance à se focaliser sur la couleur de l'eau. La couleur de l'eau, c'est pas grave, hein, ce sont des particules en suspension. Ce qui est grave, c'est le sel d'aluminium. C'est l'aluminium qui a servi justement à précipiter ces particules en suspension dans le fond. Et ces particules en suspension, elles vont s'écouler avec le courant, elles vont arriver dans le lac inférieur. Et dans le lac inférieur, il s'est passé ça, c'est-à-dire qu'il y a des dizaines et des dizaines de tonnes de sel d'alumine qui ont tué les microalgues, toute la vie marine et qui ont arrêté la chaîne alimentaire des poissons. Et donc tous les poissons sont morts. Donc a priori c'est un lac qui recueille de l'eau de pluie. Mais malheureusement, à cause du sel d'alumine, l'eau est extrêmement polluée et c'est la raison pour laquelle vous pourrez voir. D'abord, ils ont clôturé le lac pour qu'il soit inaccessible et vous pourrez voir des panneaux avec baignade interdite alors que c'est l'eau. La photo était prise en quelle année? Comment? La photo avec les poissons. Alors la photo, je l'ai prise sur Internet, c'est pas moi qui ai prise, mais elle a une douzaine d'années. Ah d'accord. C'est pas moi qui l'ai prise. J'ai pas la date, malheureusement. Voilà, et donc je propose de faire autre chose, de faire une nouvelle alimentation d'eau. Donc, comme vous avez vu, on a des conduites forcées qui descendent de la montagne et qui amènent l'eau jusqu'au bassin. Donc, dans ces conduites forcées, on a une eau sous pression dont on ne se sert pas. Et c'est quand même dommage, donc je propose de mettre des micro-turbines. Là, il y en a 3. Au total, il pourrait y en avoir 5, parce qu'il y a des aménagements à faire pour récupérer de l'eau d'ailleurs. Bon, on va rester à la situation simple, donc on pourrait mettre 3 micro-turbines, et en même temps qu'on va produire de l'eau, on produit de l'électricité. Voilà. Donc ça, ce sont des micro-turbines. Donc là, vous voyez ici la conduite forcée qui rentre dans la turbine. Ici, c'est un colimaçon comme un escargot. On a des gicleurs qui font tourner, enfin l'eau fait tourner des gicleurs, voilà. Et là, on entraîne l'alternateur. L'avantage de cette turbine, ça c'est la turbine que j'ai posée au Nourang pour alimenter le camp des Nourang. En 2002, mise en service en 2003. L'avantage de cette turbine, c'est qu'elle a 6 gicleurs. Tout autour, elle a 6 gicleurs. Donc il y a 3 gicleurs qui sont toujours ouverts et il y a 3 gicleurs qui sont pilotables. Alors ceux-là, ils sont pilotables à la main parce qu'on n'a pas trop d'ingénierie au Nourang, mais on peut évidemment les piloter électriquement avec des électrons. Au Nourang, il y a une perte de charge suffisante. Il y a une perte de charge dénivelée qui est suffisante pour avoir une effectivement. Il me semble que c'était plat, c'est relativement plat au niveau du Nourang. Non. Là, ici, sur cette conduite forcée, on a 30 mètres de HMT. Non, là c'est bon, mais les Nourang, tu m'as dit que tu avais une turbine que tu as installée au Nourang. Oui. Au Nourang, il n'y a pas tellement de pentes. Si. Sur un Isselbert. Sur un Isselbert qui se trouve à 1,8 km. D'accord. En fait, c'est une particularité, c'est-à-dire qu'il y a une crique qui coule sur le granit, en fait. Si c'était de la terre, on l'aurait accepté. Mais comme elle coule sur le granit,
Depuis la source, on a de l'eau. Et on a récupéré de l'eau. Et au Mourang, j'ai 40 mètres d'HMT. 40 mètres d'HMT. Exactement 38 mètres d'HMT. Et on turbine entre 8 et 18 litres seconde. C'est-à-dire avec 3 gicleurs, on turbine 8 litres seconde. Et les 6 gicleurs ouverts, on turbine à 18 litres seconde. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fonction de la saison, vous savez que la saison sèche, on n'a pas beaucoup d'eau, donc effectivement, on ferme des gicleurs et on fait avec l'eau que on peut récupérer. Mais en saison des pluies, on a beaucoup d'eau. Et donc, on peut électriquement ouvrir et fermer des gicleurs, ce qui nous permettrait sur cette installation-là de passer de 40 litres seconde à 80 litres seconde. Donc on ne perdrait pas beaucoup d'eau, un petit peu beaucoup. C'est ce qui est intéressant. Voilà, et là, il y a schématiquement ce qu'on va retrouver. On retrouve le lac du Rorota, le lac de Rémire. Là, ici, il y a une crique sur laquelle on fait un barrage pour récupérer de l'eau également. Là, on mettrait les 3 turbines. Ici, un grand bassin pour récupérer l'eau. Et à la sortie de ce bassin, une conduite de 1 mètre de diamètre qui alimenterait 120 bassins. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 12 bassins, on aurait 120 bassins qui seraient répertoriés en 3 petits bassins. Et là, en fait, je traite l'eau avec les plantes. C'est-à-dire que l'eau, elle va arriver dans le bassin. Imaginons que la table, ce soit un bassin. Je vais arriver dans le bassin avec 4 tuyaux. Et l'eau, elle va arriver sur un mur de racines. C'est-à-dire, ce sont des plantes qui sont en flottaison sur l'eau. Et l'eau, elle va arriver sur un mur de racines. Et donc, les plantes, elles vont capturer, elles vont digérer 80% des particules en suspension. Et à la sortie du bassin, on mettra un petit filtre à sable pour que l'eau soit parfaite. Donc là, nous avons déjà un transformateur EDF au pied du Rorota. Ce transformateur EDF, il a été installé en fait pour alimenter les pompes qui font le blackwatch de l'usine GDE. Ce sont des pompes qui ne rentreraient pas ici à la rentrée. Ce sont des énormes pompes qui consomment beaucoup. Donc le transformateur EDF, il est là. Donc il suffirait d'ajouter un TGBT, un transformateur général basse tension, un câble d'alimentation jusqu'au transformateur, et on pourrait injecter de l'électricité dans le transformateur. Voilà, donc ça c'est une station d'épuration. Alors là, on n'est pas sur de l'eau potable, on est sur des eaux usées. Mais voilà, je traite les eaux usées avec les plantes. Donc vous voyez, ce sont des plantes qui flottent à la surface de l'eau et qui traitent l'eau. Ces plantes, elles sont ramassées tous les jours. Et ici, vous voyez ici, là, les parties noires, c'est du compost. Ici, on a un hall à compost ici. Donc, on fabrique du compost. Et là, je fais de l'agriculture ici sur ces 2 bandes-là. Elles sont prévues pour faire de l'agriculture. Donc, aujourd'hui, tu verras les photos. On en est jusque là à peu près. On a rempli ça de compost et on fait de l'agriculture sur une demi-bande. Donc, il reste encore une bande et demie à réaliser. Donc, on démarre parce que bon. Comme je disais, j'ai la difficulté à trouver des collaborateurs Il n'y a toujours pas de broyeur. Qui bossent et qui. Il n'y a toujours pas de broyeur. J'ai toujours pas de broyeur. Donc là, j'ai rien mécanisé. Je n'ai rien mécanisé. Donc j'ai planté des bananiers. Je vous montrerai le film que j'ai fait la semaine dernière. J'étais à Maripasoula. Vous verrez ça. Et les 2 bassins sont reliés ou c'est non. L'eau avance de manière parallèle? Ce sont 2 bassins qui sont isolés, c'est-à-dire que si on a un problème sur un bassin, on peut l'isoler et partir sur l'autre bassin. Donc en fait, le but évidemment, c'est de faire quelque chose de naturel et en plus. Bon, chaque fois qu'on fait un blackwatch, je vous ai dit qu'il y avait d'énormes pompes qui vidaient les bassins, bien entendu, on perd 20% de la contenance du bassin. Donc on perd de l'eau. Avec mon système, on ne perd pas d'eau. C'est-à-dire que toute l'eau qui va arriver, elle sera turbinée et elle sera renvoyée dans le réseau GDE. Alors là, je vais vous faire écouter une vidéo.
Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 2 mois environ, ça a fait la première page des journaux. C'est-à-dire, il y a du sel d'alumine dans l'eau. Et surtout à la pompe. Pas... Voilà, donc là, vous voyez, l'eau potable de l'île de Cayenne pollue à l'aluminium. Donc, il y a eu 2 fois, 2 semaines d'affilée, la première page des journaux et personne n'a réagi, malheureusement. Donc, principalement sur Cayenne, également sur Saint-Georges. Saint-Georges, c'est 50 fois la norme. C'est-à-dire qu'il y a une norme qui a été fixée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui fixe le taux maximum d'alumine, de sel d'alumine, à 20 microgrammes par litre. À Cayenne, on a dépassé 20 fois le taux au mois de février. On était à 400 mg. À Saint-Georges, on était à 1000 mg. C'est assez conséquent. Voilà. Oh, je vais chercher. Patrick Lecante, qui est donc vice-président de la CACL, c'est un élu guyanais qui va nous expliquer que l'eau est de bonne qualité, malgré tout ce qu'on a vu, et un cadre de l'ARS qui va également nous expliquer que le cadre de l'ARS, il est plus subtil, il va nous dire que c'est pas bon, mais qu'on est en dessous des normes sanitaires. Alors, les normes sanitaires, ça n'existe pas, il n'y a qu'une seule norme, c'est la norme fixée par l'OMS. Mais il va inventer, pour apaiser la population et pour dire soyez tranquille, vous pouvez boire de l'eau du robinet, il va nous dire que c'est en dessous des normes sanitaires, ce qui ne veut rien dire. Alors, il paraît que la station qui est à Kourou n'utilise pas du sel d'alumine, ils utilisent celle de Macorian n'utilise pas de sel d'alumine. Donc c'est celle de la Comté. Alors la Comté. Et puis les autres. La plupart des autres. Alors pour les vieux Guyanais, ils vous diront qu'ils vont pêcher au-dessus du pont de la Comté. Bon, la Comté, c'est le même cours d'eau, donc pourquoi aller pêcher plus haut que la Comté, plus haut que le pont de la Comté? Parce qu'au niveau du pont de la Comté, il y a une usine qui est beaucoup plus importante que celle-là. Et là, il y a des milliers de tonnes qui se déposent dans le fleuve, qui ont tout ravagé. Donc sur 2-3 km, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de poisson. Et les gens vont pêcher au-dessus du pont de la Comté. Plus sur paillage. Et l'eau est indispensable à la production agricole. Le comité de l'eau et de la biodiversité justement de Guyane tenait son conseil d'administration hier à la mairie de Montigny à Tonnet-Grande. L'agence réunit l'ensemble des acteurs, des usagers, aux élus, en passant par les scientifiques ou les techniciens des services de l'État. Plusieurs points à l'ordre du jour, mais le plus polémique concernait la question de la qualité de l'eau dans les robinets. Patrick Lecante, le maire de Montigny à Tonnet-Grande et président du comité, revient sur les sujets abordés et notamment la qualité de l'eau, tout comme Adrien Ortelli, responsable de service santé-environnement à l'agence régionale de santé. Ils sont au micro de Christian Chaud. Sur des sujets aussi prégnants que la définition de nouvelles zones humides en Guyane. Donc le retour d'expérience sur la sécheresse exceptionnelle liée au changement climatique 2023-2024 et la qualité de l'eau qui bien naturellement fait débat, mais avec des réponses qui ont été des réponses probantes, à la fois par l'Agence régionale de santé, qui nous indique que nous buvons, nous les Guyanais, une eau de bonne qualité, certes avec des marges de progrès donc dans quelques communes, mais nous y travaillons, nous tous ensemble, avec les services de l'État, de la CTG, les communes respectives, mais aussi donc avec le point de vue des usagers. Donc effectivement, on retrouve de l'aluminium dans l'eau du robinet en Guyane. Ça dépasse effectivement les références de qualité, donc on a une qualité qui est un petit peu dégradée sur certaines communes de la qualité de l'eau potable. Cependant, ces concentrations restent inférieures au seuil sanitaire
Et donc du coup, il n'y a pas d'impact sur la santé à consommer l'eau du robinet dans toutes ces communes de Guyane. Et donc voilà, l'eau reste potable sur ces communes-là. Effectivement, il n'y a pas d'impact, mais il n'empêche que les communes, les services de l'État et le délégataire doivent trouver des solutions pour diminuer la concentration d'aluminium dans l'eau, pour revenir à une qualité meilleure. Et donc, il y a des travaux effectivement qui doivent être menés. Et on prend des nouvelles. Oui, il n'y a pas d'impact, mais il y a des travaux à réaliser. Et vous pouvez voir l'eau, vous risquez rien. Donc c'est quand même exceptionnel. Hein. Quand on dépasse 50 fois la norme, vous voyez, c'est ce qui est marqué sur le journal, hein, c'est pas, je ne l'invente pas. Hein. À Maripasoula, on dépasse de 40 fois la norme. Donc c'est pas, et à Cayenne, 20 fois la norme, c'est quand même considérable. Quoi. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est quand vous avez un Guyanais qui est élu par des Guyanais, qui dit à la population, allez-y, vous pouvez faire tranquille, etc. Je travaille avec une chercheuse de l'hôpital qui travaille sur les nanoparticules et on essaie de récupérer des métaux lourds dans les eaux usées. À l'hôpital de Cayenne, on a décelé une forme particulière d'Alzheimer. Et donc, les sels d'alumine s'attaquent aux cellules dégénératives. Et donc, en particulier, Alzheimer et Parkinson. Parkinson, merci. Et Parkinson, voilà. Donc, on a des formes graves qui sont apparues en Guyane et qu'on ne connaissait pas. Donc, alors, ce qui est dangereux, c'est qu'effectivement, même si on dépasse les normes, si vous voulez, on ne va pas tomber malade demain matin. On va accumuler, c'est-à-dire les cellules dégénératives, elles vont s'abîmer forcément, hein. Mais c'est pas immédiat, c'est pas le Covid, donc c'est une maladie à long terme et malheureusement, donc on nous manque, que ce soit l'ARS ou que ce soit les élus, ils nous manquent. Voilà. Donc je vous ai présenté ça. Le projet que j'ai, donc je fais des conférences pour informer la population. Là, j'ai un classeur, j'ai déjà récupéré plus de 400 signatures. Je demande aux gens de me soutenir parce que en Guyane, ça se passe comment? C'est la CACL qui pilote sur l'île de Cayenne les projets. Vous avez 3 techniciens qui ont face à eux des élus qui, on ne peut pas leur reprocher, ne connaissent pas tout. Ils ne peuvent pas être informés sur le traitement des eaux usées, l'eau potable, l'électricité, le transport, les routes, etc. Donc, on ne peut pas leur demander de tout savoir. Et donc, ils pilotent ces élus. Et quand je lis les comptes rendus de la CACN, tous les projets sont votés à l'unanimité. Quelquefois, il y a une abstention qui dérape, mais on se croirait à Moscou. Quoi. Tous les projets sont à l'unanimité. Et c'est pour ça qu'on n'avance pas. Donc voilà, quand j'aurai suffisamment là j'ai 400 signatures, donc je vais attaquer les élus, donc je vais aller voir les élus et je vais pour les informer de ce qui se passe, parce que malheureusement, ils ne savent pas. Et la majorité des Guyanais ne savent pas. Vous avez des questions? Il y a le problème de l'alumine, il y a aussi le problème des pesticides. En début de saison des pluies, quand l'ARS nous répond, parce que la Comté, il y a un bras de rivière qui sort de Cacao. Alors, effectivement. Et donc, en début de saison des pluies, il y a un taux de pesticides. Alors, moi, je n'ai pas pu avoir les résultats. Et l'ARS me répond, mais avec l'eau qui pleut, avec l'eau qui tombe, ça se dilue. Je dis, oui, mais ils mesurons quand même. Parce qu'ils nous disent que le coût d'analyse est très élevé pour les pesticides, ils ne peuvent pas la faire trop souvent, c'est pas. Non, mais alors. C'est au moins une tous les 3 mois. Et en particulier, après la création des pluies des mains, parce que c'est là qu'elles sont décidées, faites au moins une analyse et on regarde avec des chiffres. On n'a pas de chiffres. Alors, je vous confirme qu'à Cacao, les agriculteurs, ils font rentrer des containers d'engrais chimiques. Et tous les bassins versants vers la Comté, il n'y a plus de chevrettes, il n'y a plus de poissons sur tous les cours d'eau qui descendent. C'est pas l'engrais.
les pesticides, les produits chimiques avec les fortes pluies se retrouvent concentrés dans les cours d'eau qui vont alimenter. Effectivement. Plus en amont, il y a un site clandestin d'orpaillage, Oui. juste en amont du cartage. Je crois que ça, en France, on est les seuls à avoir ça. Et vous regardez la couleur de l'eau, d'ailleurs, il y a plusieurs associations qui, il y a 2-3 ans, il y a 2 ans, sont venus filmer, ils sont RF est venu, ils ont dit qu'ils envoient une compagnie de CF. Il y a plusieurs. C'est la bonne. Je ne sais plus comment elle s'appelle, la suite. Bagonne. Mais elle a été filmée à plusieurs reprises, effectivement. Elle est chargée. Et, comme il n'y a pas d'analyse, est-ce qu'il y a du mercure? On sait pas. Mais de toute façon, il y a du mercure qui est tenu naturellement dans les racines d'arbres. Donc à partir du moment où on déstabilise les arbres et les racines, effectivement, on libère de toute façon, dans tous les cas, du mercure naturel qui se trouve dans l'environnement, dans la terre. Sans parler de l'amalgame. Il y a 1 kg de mercure pour 1 kg d'or. Pour les clandestins. Donc, quand on calcule qu'il y a à peu près entre 10 et 15 tonnes d'orpaille clandestin par an, et tout ce mercure, ce sont des rivières, ça va à la mer. Bien sûr. Donc quand on se dit sur le littoral, on n'est pas concerné, c'est loin, etc., c'est totalement faux. Bien sûr. Moi, j'ai fait une analyse de mercure que j'ai fait de ma poche, ça m'a coûté 60 €. Je suis à 2,5 de la norme. Au-dessus. En mercure, au-dessus. Et je mange du poisson une fois par semaine. Oui, c'est ça. C'est quand on mange des poissons carnassiers, effectivement. Donc on recommande de manger des petits poissons. Parce qu'en fait, le mercure s'accumule dans les graisses et tout. Donc moi, je prends des petits accoupas, je prends des petits croupias. Pour ta petite famille, c'est bien. Voilà, non, mais c'est bien, mais ils sont herbivores. Aussi. S'ils sont herbivores, c'est mieux. Parce que le problème avec on fait la publicité des aymara, oui, ça fait bien, ça fait sont des carnassiers. Et ce sont des carnassiers. Le problème, c'est que les petits poissons sont mangés, qui ont un peu de mercure, sont mangés par les plus grands poissons, qui vont être mangés eux-mêmes par des plus gros, et à la chaîne, à la fin de la chaîne, il y a l'aymara, qui prend le plus de mercure. Il y a une concentration qui se fait au fur et à mesure de mercure. C'est pour ça qu'il est préférable de manger des poissons herbivores qui ne sont pas carnassiers. Je m'excuse. Mais il faut se nettoyer de toutes les façons régulièrement, parce qu'il y en a partout. C'est pas tout à fait vrai, donc n'écoutez pas trop sur ce coup-là. Le mercure qui coule dans la rivière, en fait, il est capté par les microalgues et la végétation qu'il y a dans le lit de la rivière. Et cette végétation elle est mangée par les petits poissons, donc qui accumulent le mercure, et les aymaras, les poissons carnassiers, mangent les petits poissons et effectivement accumulent le mercure. Mais, ouais, mais il faut manger des petits poissons qui mangent les algues. Ah, les herbivores. D'accord, ouais. Non, mais en fait, c'est pas tout à fait. La concentration de mercure se concentre dans la chaîne alimentaire. Oui, c'est ça. Voilà. Donc les herbivores en ont, plus on monte dans la chaîne alimentaire, plus c'est concentré. C'est sûr que quand on mange un petit poisson, on a moins de mercure que quand on mange un aliment. De toutes les façons, il faut se nettoyer. Et il est possible de se nettoyer et de retirer tout ça. Il y a des choses qui se font pour se nettoyer tout ça. De toutes les façons, il n'y a pas que le mercure, même les fruits et légumes qui nous arrivent de l'extérieur, les viandes et tout le reste, on les congelés, les boîtes, tout ce qui arrive ici, il y a les métaux lourds dedans. Donc il faut se nettoyer régulièrement de toutes les façons. Et pas que des métaux lourds.
droite. À droite. Clique ici. Voilà, ça fait plein écran. Voilà. Merci Marc. Donc, rapidement, je vais aborder le deuxième sujet, parce que là encore, la population ne sait pas ce qui se passe. Donc, c'est un sujet qui concerne donc la transition énergétique. Donc, c'est un dossier que j'avais fait il y a 6 ans, où j'avais récupéré tous les tarifs et toutes les informations. C'est l'ADEME qui m'avait procuré ces informations qui sont très difficiles parce que EDF ne communique pas et c'est très compliqué d'avoir les informations fiables sur la transition énergétique. Donc il faut savoir qu'en Guyane, on consommait entre 120 et 140 mégawatts il y a 6 ans. Aujourd'hui, on consomme entre 130 et 150 mégawatts. C'est-à-dire qu'en 6 ans, on a très très peu augmenté notre consommation électrique. Grâce aux ampoules LED, grâce aux appareils de faible consommation, donc on a baissé les consommations, mais malgré la population supplémentaire, on a très très peu augmenté notre consommation d'électricité. Là, donc, vous avez sur cette page le concentré qui est très important sur les outils de fabrication, c'est-à-dire les outils de production, pardon. Donc là, je vous ai marqué sur la deuxième ligne le tarif moyen facturé par EDF. Il y a 6 ans, on était à 181 € du mégawatt, en prix moyen, hein, c'est un prix moyen facturé. Et le prix moyen facturé aujourd'hui, il est de 244 € par mégawatt. Donc une augmentation de 30,5% en 6 ans, ce qui est considérable. Donc, et encore, nous payons ce prix grâce à la péréquation, c'est-à-dire que les gens de métropole payent une partie de notre électricité, parce que si on payait le coût réel de l'énergie fabriquée en Guyane, ça nous coûterait beaucoup plus cher. Donc je vous ai marqué en rouge donc le thermique diesel. Donc à Desgrades-des-Cannes, vous avez des groupes électrogènes, vous avez 9 groupes électrogènes qui peuvent produire 67 mégawatts. Le coût était de, enfin, on va pas utiliser le coût d'il y a 6 ans, on s'en fout. Aujourd'hui, ça coûte 580 € par mégawatt. Donc, vous voyez, c'est plus du double de ce qu'on paye. Et c'est une grosse partie de la production d'énergie aujourd'hui en Guyane. Ensuite, vous avez les taxes, ce sont des turbines aérocompressées. Alors, les turbines aérocompressées, elles ont un avantage. Il y en a 40 mégawatts à Desgrades-des-Cannes, il y a 20 mégawatts de TAC à Kourou pour protéger le CSG lors des tirs. Donc, il y a 60 mégawatts en TAC. Et les TAC, c'est intéressant parce que c'est un moteur de voiture, comme votre moteur de voiture. Donc, ça démarre rapidement et on peut rapidement le mettre en charge. En 1 minute et demie, on peut charger à 30% une TAC. Donc c'est très intéressant quand on a une baisse de tension sur le réseau, on peut charger les TAC très rapidement. Donc voilà, en partie thermique, donc voilà ce que nous avons. Ensuite, en hydroélectrique, on a Petit Saut évidemment. Il y a 4 turbines de 28,4 MW pour un total de 113 MW. Alors 113 MW, c'est quand les 4 turbines fonctionnent. Il faut savoir que les 4 turbines allumées en même temps, ça n'a pas eu lieu depuis des années. Il faudrait que le barrage soit plein pour qu'on allume les 4 turbines, ce qui n'est jamais le cas. Même en saison des pluies, en fait, on turbine moins pour concentrer de l'eau dans le barrage, pour faire monter de l'eau dans le barrage, pour pallier à la saison sèche qui va durer plusieurs mois. Donc, en fait, on a 4 turbines de 28 MW et en général, on tourne sur 2-3 turbines. Ensuite, il y a Saumon-Valentin qui fait 4,5 MW. Donc c'est un petit projet, mais c'est intéressant parce que c'est dans l'ouest guyanais. Donc ça décharge la ligne 90 000 qui alimente Saint-Laurent. Et donc c'est un très bon projet. Là, on s'aperçoit que le prix, il est inférieur à ce qu'on paye.
145 euros du mégawatt et 155 euros du mégawatt pour Soumama Malantin. C'est à Mana, c'est sur Mana, c'est le film de Oui, Mana. Mana. Oui, c'est Mana. Ensuite, il y a la biomasse. La biomasse, donc, j'ai pas marqué Saint-Georges, j'ai pas encore marqué Irakubo parce que ça vient de sortir. Donc, on avait 1,7 MW de biomasse à Kourou. C'est l'usine de Kourou, quand vous sortez de Kourou sur la gauche. Et donc, elle a un coût de 310 euros par mégawatt. Donc, ça coûte plus cher que ce que nous payons. Et donc, pour un total, et le photovoltaïque, on a 37 mégawatts de photovoltaïque. Alors, le photovoltaïque, je l'ai mis un petit peu à part, parce que le photovoltaïque, c'est une énergie alternative, donc effectivement, la nuit, on n'a pas ça ne produit pas. Et en saison des pluies, ça ne produit pas beaucoup. Donc, en fait, dans les outils de production, on a 247 mégawatts pour, je vous ai dit, 150 mégawatts en pointe. Donc, on produit presque 2 fois, on sait produire presque 2 fois plus de ce qu'on a besoin. Et donc 127 mégawatts et j'ai ajouté donc les 37 mégawatts de solaire. Voilà. Vous avez des questions sur ce tableau par rapport à la production d'énergie et par rapport non, vous avez compris. Alors, dans le coût du solaire, bien sûr, tu comptes l'amortissement, c'est le coût total. Amortissement. Alors, le prix du mégawatt solaire, il est calculé, c'est signé par contrat. C'est-à-dire que ce sont des banques, des multinationales qui gèrent ces générateurs solaires et qui ont un contrat avec l'État, et l'État oblige EDF à racheter la totalité d'une énergie produite par le photovoltaïque à un prix fixé. Oui, mais ça, le prix fixé, c'est la CRE. Oui, c'est la CRE. Voilà, c'est la Commission de régulation de l'énergie. Et le tarif que tu as donné là, les montants, c'est de coût de production, c'est pas le prix d'achat. C'est le prix d'achat, non, c'est le prix d'achat de la CRE. Ah, c'est le prix d'achat. C'est le prix d'achat de la CRE. C'est pas le coût de production, d'accord. Alors c'est un prix moyen parce qu'il y a des contrats à 420 euros, il y a des contrats à 440 euros, à 460 euros. Donc j'ai pris un prix moyen à 450 euros du mégawatt. Donc c'est tarif CRE. Donc là, vous voyez une photo de l'usine de dégrade des Cannes, ici avec 4 cheminées. Au bout des cheminées, il y a deux extracteurs. Donc chaque cheminée représente 2 groupes électrogènes. Il y a 2, 4, 6, 8 groupes électrogènes. Et le G9 qui se trouve complètement sur la droite de l'usine, c'était un générateur qui était prévu, qui avait été monté par les Canadiens pour faire de la biomasse. Et en fait, les outils que les Canadiens avaient prévus pour couper le bois, on a du bois trop dur en Guyane, et donc ça a cassé les outils, et donc les Canadiens ils sont repartis. On n'a jamais fait 1 mégawatt avec ça. Mais on a transformé ce générateur, et j'ai travaillé d'ailleurs dessus, pour le mettre au gasoil. Là, ici, vous voyez un générateur solaire qui se trouve à Dégrade-des-Cannes également. Et j'attire votre attention sur le fait que ici, vous voyez, il y a 6 containers dans lesquels se trouvent des batteries lithium. Donc, quand on va produire beaucoup, on va stocker les batteries, on va stocker dans les batteries, une partie dans les batteries, pour qu'on puisse se libérer de l'électricité pendant la pointe. Il faut savoir qu'à 18h, la nuit commence à tomber, donc on n'a plus de photovoltaïque. L'éclairage des rues se met en marche, les gens rentrent chez eux, ils font la cuisine, ils se douchent, etc. Et donc la consommation, c'est la crête du soir. C'est à ce moment-là qu'on monte à 150 MW. Et donc on libère de l'énergie stockée dans ces batteries le soir pour aider à la pointe. C'est tout petit, là. Il y a quand même une hérésie, il faut savoir que ces 6 containers, ils sont climatisés. Donc ils sont en plein soleil, ils sont métalliques et ils sont climatisés. Donc et j'ai jamais su, personne ne m'a dit combien ça consommait la clim. Mais on doit perdre un paquet. Il n'aurait pas mis d'un toit au-dessus parce que généralement, Si, on aurait pu bien sûr aménager de l'isolement. Non, mais en fait, le mec il s'en fout là. Le mec il s'en fout. Il a signé un contrat avec EDF avec un prix de rachat. C'est-à-dire que EDF, ici, il y a un compteur.
Là, ici, on fait, ça c'est 3 mégawatts et demi. Et le compteur, il est là. Et le propriétaire, il vend 3 mégawatts et demi à EDF. Il s'en fout. Il s'en fout, les 3 mégawatts, ils sont payés. Après, même s'il paye un peu d'électricité pour ses clim, c'est peanuts. Pour lui, c'est peanuts. Donc, ces piles-là sont très sensibles. Ah ouais, oui. En plus, bien sûr. Il faut les maintenir en dessous de 26 degrés. Leur rendement est bien moindre que la chaleur, justement. Ah non, mais elle risque pas de feu. Pas plus. Non. Il ne faut pas qu'elle monte, il ne faut pas qu'elle travaille. Là, je devais en poser à l'île de la Mer. Mais monter une clim à l'île de la Mer, c'était idiot. Tout ce qu'on gagnait, on le gardait. C'était totalement idiot. Donc là, je vais assez vite. Donc, je vais vous parler de la centrale du Larivot. Rappelez-vous, en 2023, on nous a dit si l'usine du Larivot n'est pas en place, c'est le blackout. C'est le blackout. Vous voyez, on est en 2025 et c'est pas le blackout. Et je vous ai montré tous les outils qu'on avait. Donc, on nous a un petit peu roulé. Oui, comme d'habitude. On nous a un petit peu roulé parce que vous voyez, l'usine, elle sera mise en service qu'en 2026 et progressivement. Donc, on aurait pu, avec la fourniture d'énergie qu'on a, on aurait pu tenir encore 10 ans. Donc, je ne sais pas quel est l'intérêt, mais il y a quelqu'un qui avait un intérêt là-dessus, je ne sais pas lequel. Quelle sera dans une zone en plus, c'est une zone semi-notable, je crois. Comment? La zone où il faut installer cette petite centrale, ça pose problème apparemment. Oui, ils ont dû faire. Non, mais ça pose un problème au niveau écologie, on est d'accord. Non, mais. Au niveau de la population qui habite autour, quoi. Non, Larivot, non, c'est pas tellement, il n'y a pas de population. Non, il y a que jamais zones humides, quand même. Plus la canalisation qui sort de dégradé calme. Oui. C'est ça aussi. Ça traverse les habitations. Certaines habitations, mais quand on a le coût pour transporter de l'huile, ça base d'une colza. Ouais. Oui, ça va être de l'huile de colza qui va. Enfin, c'est pas du tout un projet écologique. Voilà. Ah ben non. Et quand vous pensez qu'il y a une conduite qui va aller de Dégradé des Cannes jusqu'à l'usine et qui fait combien 12 km qui passe devant les habitations et tout, enfin on est un peu. Traverse un marécage, quand vous allez convoyer, vous êtes sur la rocade. Oui. Vous êtes sur la rocade, vous arrivez à la hauteur de, je ne sais pas vous dire, il y Après, avait avant le ranch. Et donc alors, vous quittez Cayenne, c'est sur la gauche. Vous savez, il y a à peu près un mois, il y a eu des travaux avec des canalisations. Oui, la canalisation, elle passe en C'est ça, elle traverse la Safale, elle traverse le Guétry, voilà. Elle passe le long de la canne. Et là, ils ont eu toutes les autorisations, hein, pas de problème de bureau. Il y avait quand même eu des services de l'État qui avaient donné des avis favorables. Mais le préfet est passé pour. Tout à fait. Alors, je vais vous parler d'un projet que j'aurais aimé qui voit le jour. Bon, malheureusement, on en est très très loin, mais je vous explique un petit peu. C'est une centrale thermodynamique. Là, en photo, vous avez la centrale thermodynamique de Nord qui se trouve au Maroc. Et elle produit 540 mégawatts. C'est du solaire, mais c'est pas du solaire photovoltaïque. C'est du solaire. Vous voyez ici, vous avez des déflecteurs qui sont en inox. Ce sont des glaces, en fin de compte, qui récupèrent le rayonnement du soleil. Des miroirs. Et vous avez un tuyau, donc les miroirs vont concentrer les rayonnements au milieu. Et ici, on va chauffer un tuyau. Et dans le tuyau, ici, on a de l'huile qui peut monter jusqu'à 850 degrés. Cette huile, elle va être acheminée jusque ici dans des citernes et où on va stocker la chaleur et on va pouvoir réutiliser. Donc ça marche 24 heures sur 24, hein, c'est-à-dire ça marche le jour quand il fait soleil. Et comme on a stocké de l'huile à 400-500 degrés, on va pouvoir l'utiliser la nuit aussi. Et comme la nuit, on consomme moins, que ce soit en Guyane ou au Maroc, on consomme moins, donc on a besoin de moins d'énergie. Donc ça correspondait vraiment à ce qu'on avait besoin. Donc cette huile, elle est concentrée, elle chauffe de l'eau. L'eau, à partir de 100 degrés, elle est en ébullition, elle produit de la vapeur. Donc quand on chauffe de l'eau à 200 degrés, on produit de la vapeur. Cette vapeur fait tourner une turbine qui entraîne un alternateur et qui produit de l'électricité. Voilà le fonctionnement simple de ça. Donc ça pourrait être fait ici en Guyane. Alors vous allez me dire qu'il ne fait pas soleil tous les jours, évidemment. Mais coupler
à d'autres. Il faut savoir que Petit Saut, en saison sèche, quand il y a beaucoup de soleil, on ne produit pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc ça pourrait faire partie du mix énergétique. Et ça, c'est pas une énergie alternative, c'est du solaire, mais c'est pas une énergie alternative. Donc si on faisait par exemple une centrale, moi j'avais imaginé une centrale de 150 MW, même si elle ne produit que 20 MW la nuit, c'est un apport considérable. Ce serait un apport considérable. Et je termine avec ici cette photo. Donc là, vous avez Mohamed VI, le roi du Maroc, qui inaugure donc la centrale de Nantes. Et ici, vous avez notre illustre ministre de l'écologie, Ségolène Royal, qui connaît bien la Guyane, puisqu'elle y est venue à plusieurs reprises, qui a fait don de 300 millions d'euros par l'AFD, l'Agence française de développement. C'est-à-dire que si on avait fait une 150 MW, elle aurait pu la payer avec l'AFD. Ça nous aurait coûté. Et on aurait une centrale de 150 MW. Mais elle a préféré le donner au roi du Maroc. Voilà, bon, j'en termine là-dessus. Vous avez des questions Vous voyez, la transition énergétique, j'ai fait court parce que c'était juste de l'information. Je finirai quand même l'information en vous disant que le solaire, on croit que c'est bien. Il y a des gros générateurs au sol qui sont immenses, etc. Il faut savoir que sur des journées comme aujourd'hui, où il y a beaucoup de soleil, quand il y a un nuage qui passe, notamment à Kourou, sur la plus grosse centrale photovoltaïque qui fait 12 MW, on peut perdre 5-6 MW en quelques secondes. En 20-30 secondes, on perd 5-6 MW. 5-6 MW, c'est le blackout. Ça veut dire qu'il y a un groupe électrogène à Desgrands-des-Cannes qui tourne à vide, et dès qu'on a une chute de tension, on change le groupe électrogène. Merci le solaire. Donc, vous voyez, on croit qu'on fait bien, on est sous l'équateur, on fait du solaire, etc. Alors que si, au lieu de faire du 12 MW sur des grades Saramacca, on mettait des panneaux solaires sur les maisons, là, le générateur solaire que je vous ai montré, il revend l'électricité à EDF, l'EDF transporte l'électricité jusqu'à votre maison, vous avez 20% de perte. Moi, j'ai des panneaux solaires sur ma maison, je suis en rendement de 92%. C'est-à-dire que quasiment tout ce que je produis, je le consomme. Je perds un petit peu dans l'onduleur, un petit peu dans les câblages, mais pratiquement tout ce que je produis, je consomme. Tous les générateurs au sol que vous voyez, on perd 20 à 30% de la production dans le réseau et dans les transformateurs. Alors, on m'a expliqué qu'il y avait des difficultés de coupler l'autoconsommation avec la vente à EDF. Il n'y a pas qu'avec EDF. En Guyane, EDF accepte très mal qu'on leur vende de l'électricité. Ah. Donc, ils vous laissent faire de l'autoconsommation, c'est-à-dire que vous avez des panneaux solaires qui produisent de l'électricité, donc vous alimentez votre maison, mais quand vous avez un surplus, EDF accepte très très mal. Alors, très mal, le ça veut dire quoi? Pas je du le sais tout. parce que... Il accepte de temps en temps, mais sous quelles conditions? Non, mais avoir un contrat de rachat avec EDF, c'est très très compliqué. C'est très compliqué. Il y en a qui arrivent. Il y en a qui arrivent. Alors, il y en a qui arrivent. Total y était arrivé. Les gros, alors, il faut être très Voilà. gros. Ah, d'accord, ok. Ouais. Ok. Et moi, j'y suis pas arrivé. Et tu sais Et c'est pourquoi? quand même idiot parce que quand je suis pas là et je produis beaucoup d'énergie et c'est tard. Tu sais pourquoi ça les embête? Tu as une raison? Ils évoquent une raison? Ça les embête pas. Enfin, le prétexte qu'ils nous donnent, c'est la gestion. Mais bon, moi,